Ça fait 7 mois qu'un virus mortel a anéanti toute la population de l'Angleterre, transformant tout le monde en zombies enragés et brutaux qui ne veulent qu'une chose: infecter ou massacrer tous ceux qui croisent leur chemin. À présent, les survivants tentent de se reconstruire. Mais ils ne se doutent pas que le virus est sur le point de revenir. Et cette fois, ce sera un véritable bain de sang. Je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les zombies enragés dans 28 semaines plus tard. Ce couple se prépare à dîner, mais ça va être leur dernier repas. Caché dans une ferme de la banlieue de Londres, le père Don et sa femme Alice se terrent avec un groupe de survivants faisant de leur mieux pour ne pas attirer l'attention. Il y a quelques jours, une épidémie a balayé le pays, transformant toute personne infectée en une armée de zombies implacables. Leurs 2 enfants, Tammy et Andy, étaient en voyage scolaire quand ça s'est produit, et Don la rassure en lui disant qu'ils sont probablement en sécurité. Mais ce soir, tout va changer. Alors qu'il dîne avec les autres, une des filles commence à s'inquiéter pour son mari qui est parti il y a quelques jours chercher de l'aide. Jacob lui explique qu'il ne reviendra jamais, mais à ce moment-là, ils entendent quelqu'un frapper à la porte d'entrée, suppliant les survivants de le laisser entrer. C'est un jeune garçon, et même si Don hésite au début, les autres finissent par le convaincre de laisser entrer l'enfant. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Ils referment rapidement la porte, et l'enfant dit qu'il a couru plusieurs kilomètres avec les zombies à ses trousses. Pendant qu'ils sont distraits, la fille décide de jeter un coup d'œil par la fenêtre, quand tout à coup, un des monstres traverse la barricade, entraîne son bras à travers la fenêtre et enfonce ses dents dans sa chair. Les autres la tirent en arrière, mais en quelques secondes, elle se transforme elle aussi en zombie, ce qui oblige Don à l'éliminer à l'aide d'un pied de biche. Au même moment, des dizaines d'autres monstres commencent à pénétrer dans la maison, et Don ordonne aux autres de s'enfuir pendant que lui essaie de les retenir. Ok, et c'est exactement la raison pour laquelle ces idiots n'auraient jamais dû ouvrir la porte. Tout le monde sait que les zombies sont attirés par le bruit. Et plus vous créez d'agitation, plus vous en attirez. Tous ces cris et hurlements sont la garantie d'attirer une horde entière. Alors, si vous êtes dans un abri, il est toujours préférable de garder la porte fermée et de laisser la nature suivre son cours, plutôt que de risquer votre vie pour sauver qui que ce soit qui viendrait de l'extérieur. Et si vous laissez des gens entrer, assurez-vous d'abord qu'ils ne sont pas infectés. À ce moment précis, ils ont eu de la chance que les zombies ne soient pas déjà en train d'enfoncer la porte. Alors ils auraient dû faire profil bas et être aussi invisibles que possible. Mais non, cette crétine écervelée devait absolument jeter un coup d'œil à travers la fenêtre à la recherche de son mari disparu. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est se taire et éviter d'être vus jusqu'à ce qu'ils soient absolument certains que le gamin n'était pas suivi. À présent, ils ont un énorme problème, parce que les zombies viennent d'entrer. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, ces zombies sont bien pires que les rôdeurs ordinaires. Ces zombies ont été infectés par le virus de la rage, qui prend instantanément le contrôle de leur corps et les transforme en machines à tuer sans état d'âme, qui ne demandent qu'à propager le virus à tout hôte non infecté. Contrairement aux zombies comme ceux de The Walking Dead, qui se déplacent à la vitesse de papy et mamie, ce virus suralimente leur adrénaline, ce qui les rend extrêmement rapides, agiles et agressifs, et sans l'inconvénient d'être fatigués comme une personne normale. Ils attaquent sans se soucier de leur propre sécurité et ne semblent pas ressentir la douleur ni y réagir. Il est donc impossible de les blesser avec des attaques normales, et le seul moyen de les arrêter, c'est de les neutraliser totalement. Le pire, c'est que s'ils vous mordent, vous vous transformez presque instantanément, ce qui veut dire que leur nombre peut se multiplier de façon incontrôlable en quelques secondes. Maintenant, les infectés grouillent déjà à l'intérieur, alors Alice va se précipiter à l'étage tandis que d'autres courront vers la grange. Don ne pourra pas tenir le rez-de-chaussée indéfiniment. Il n'aura donc d'autre choix que de se replier à l'étage et d'essayer de les retenir par les escaliers. Sa femme et le garçon vont se cacher dans une des chambres pendant que Don leur fera gagner du temps en barricadant la porte et en se munissant d'une arme au cas où ils devraient se battre. Nous savons que les zombies sont attirés par le bruit, donc si ces 3-là restent suffisamment silencieux, le reste de la horde pourrait être distrait par le groupe qui a couru vers la grange. Ils pourront alors soit attendre que les zombies tuent les autres et poursuivre leur chemin, soit essayer de s'échapper discrètement en utilisant l'autre groupe comme bouclier de viande. Mais comme nous allons le voir, Don a un tout autre plan en tête. Suivant le garçon, sa femme se précipite à l'étage et se réfugie dans une chambre à coucher. Quelques personnes du groupe parviennent à atteindre la grange, mais le vieil homme est rapidement pris d'assaut et déchiqueté alors qu'il tient la porte. Sa femme est entraînée elle aussi en hurlant, alors qu'elle essayait de grimper au grenier. Ce qui ne laisse que Jacob en vie, qui parvient à s'échapper en passant par une fenêtre. Dans la maison, Don se précipite à l'étage avec les zombies juste derrière lui. Il ferme la porte à clé et demande à sa femme d'oublier le gamin et de sortir de là. Mais elle refuse de le laisser derrière elle. C'est alors que les zombies font irruption. Et Alice lui hurle de l'aider. Mais au lieu de ça, son mari se contente de claquer la porte et de sortir par la fenêtre de la salle de bain, la laissant pour morte.
Courant pour sauver sa vie, il sprinte à travers les champs avec les zombies toujours à ses trousses. Et quand il regarde derrière son épaule, il voit à travers la fenêtre que sa femme est violemment tirée en arrière. Malgré tout, il parvient à atteindre la rivière sans se faire rattraper. Et il y retrouve Jacob en train d'essayer désespérément de faire démarrer le bateau. Il saute dans le bateau, démarre le moteur et s'apprête à donner un coup de gaz. Mais Jacob glisse avant qu'il ne puisse monter à bord. Et il finit par se faire déchiqueter dans l'eau. Don l'a échappé belle, mais il parvient finalement à prendre le large et s'échappe, seul survivant de l'attaque. Et ça fait 5 morts, et il en reste 5. Près de 7 mois se sont maintenant écoulés depuis le début de l'épidémie. Et tous les infectés sont progressivement morts de faim. Depuis ce jour, une force militaire dirigée par les troupes américaines a lentement nettoyé la ville. Et maintenant, les civils commencent enfin à y être réintroduits. Jusqu'à présent, ils n'ont fait entrer que des adultes. Mais aujourd'hui, les premiers enfants vont arriver. Ce sont les enfants de Don, Tammy et Andy. Et ils sont ravis d'être enfin de retour chez eux. Mais il y a au moins une responsable médicale qui n'est pas enchantée par cette idée. Après s'être fait enregistrer, la première chose que les enfants remarquent, ce sont les groupes de soldats qui débarrassent les rues de leurs déchets biologiques et qui brûlent les corps infectés dans des fosses communes. Ce n'est pas vraiment le spectacle le plus rassurant qui soit, et il est évident que le nettoyage est encore loin d'être achevé. Ils sont emmenés dans une zone de sécurité située sur l'île aux chiens, où ils disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie normale. Mais le policier les avertit que quitter cette zone reste incroyablement dangereux. Arrivés à la gare, les enfants sortent en courant, tout excités de voir leur père pour la première fois depuis des mois. Et celui-ci les ramène à leur nouvel appartement, dans la zone de sécurité. Pendant ce temps, le médecin-chef Scarlett explique ses doutes à ses supérieurs, soulignant que la zone est encore trop dangereuse pour des enfants. Selon eux, il est impossible que le virus revienne, mais ils vont bientôt découvrir à quel point ils se trompent. À l'étage, les enfants racontent à leur père leur vie dans un camp de réfugiés, et il leur annonce qu'ils vont bientôt emménager dans une nouvelle maison. Déconcertés, ils lui demandent pourquoi ils ne retournent pas dans leur ancienne maison, mais il leur explique qu'elle se trouve à l'extérieur de la zone de sécurité, et qu'en plus, elle leur rappellera beaucoup trop de mauvais souvenirs. C'est alors que le sujet maman revient sur le tapis, et à présent, ils veulent connaître sa version de l'histoire. Il les fait s'asseoir et commence à leur expliquer comment il s'était réfugié dans la ferme, et il raconte le moment où les zombies ont attaqué. Il commence par dire la vérité. Mais quand il arrive à la partie où il a utilisé sa femme comme bouclier de viande, il ment et dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour la sauver. Les enfants qui n'en savent pas plus gobent le mensonge sans se poser de questions, se disant simplement heureux qu'au moins l'un d'entre eux s'en soit sorti vivant. Mais ils ne vont pas tarder à découvrir ce qu'ils cachent vraiment. Plus tard dans la soirée, la famille va se coucher sans se douter qu'œil de faucon des Avengers surveille leurs moindres faits et gestes. Andy se réveille après avoir fait un terrible cauchemar à propos de sa mère, et il craint d'oublier son visage, puisqu'ils n'ont pas réussi à récupérer ne serait-ce qu'une seule photo de leur ancienne maison. Du coup, le lendemain matin, sa sœur a une idée. Pendant que leur père est au travail, ils se faufilent tous les deux sur le pont en passant devant les soldats et se retrouvent à l'extérieur de la zone de quarantaine. Ils ont peut-être échappé aux gardes, mais le sergent Doyle, ici présent, les repère rapidement depuis le toit et donne l'alerte. Leur plan était de se faufiler discrètement et de revenir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais rien ne pouvait les préparer au chaos qu'ils sont sur le point de déclencher. Ok, même s'ils n'étaient pas les seuls enfants du pays, ces deux-là seraient quand même les deux plus stupides. Ils sont ici depuis moins de 24 heures et ils ignorent déjà complètement les instructions très claires qu'on leur a données. La seule règle était de ne pas sortir des limites de la zone, là où les militaires lourdement armés ne peuvent pas vous protéger. Mais ils ont tout simplement déambulé dans la ville, où il pourrait facilement y avoir des zombies, des bandits, des rats, des chiens ou je ne sais quoi d'autre. Le pire, c'est qu'ils n'ont rien apporté pour se protéger, et qu'ils n'ont aucun moyen d'appeler à l'aide non plus. Ce qui veut dire que s'ils rencontrent des problèmes, ils seront mis en pièces avant même de savoir ce qui se passe. Même s'ils parviennent à trouver de l'aide, ils devront rester prudents, parce que personne ne s'attend à ce que deux enfants en bonne santé se trouvent à l'extérieur de la zone de sécurité. S'ils tombent accidentellement sur une patrouille qui les prend pour des zombies, ils finiront par se faire tirer dessus par les troupes qui tentent précisément de les protéger. Ils font tout ça juste pour trouver une photo de leur mère pour Andy. Mais si elle les aimait vraiment, alors je suis presque sûre que la dernière chose qu'elle voudrait qu'ils fassent, c'est d'aller se promener tout seul dans cet enfer infesté de zombies. Leur père est un officier de section qui occupe un poste important dans la zone de sécurité. Il sait donc quels sont les sujets en cours et quels sont les quartiers de la ville qui sont sécurisés. Je suis sûre que quand il apprendra qu'une patrouille passe dans le quartier, il n'aura pas trop de mal à leur faire prendre quelques objets sentimentaux pendant qu'ils nettoieront la maison. Et ainsi, les enfants n'auront pas à prendre le risque d'aller les chercher par eux-mêmes. Ils doivent rester ici, dans la zone de sécurité, où ils sont en sécurité, et être reconnaissants d'avoir survécu. Mais s'ils sont déterminés à risquer leur vie comme ça, ils devraient au moins essayer de le faire intelligemment.
Les rues vont être pleines d'ordures et de corps en décomposition qui sont un terrain fertile pour d'autres maladies que le seul virus zombie. Je leur conseillerais donc de porter un masque ou de se couvrir la bouche et le nez avec un chiffon pour éviter d'inhaler des agents pathogènes en suspension dans l'air. Je garderai également un œil sur les armes, comme un pied de biche, qu'ils pourraient utiliser pour se protéger ou pour pénétrer dans des endroits inaccessibles. Il est essentiel qu'ils restent ensemble à tout prix, parce que s'ils se séparent, ils risquent de se retrouver dans une situation dangereuse qui pourrait entraîner la mort de l'un d'entre eux, voire même des deux. Ils doivent également rester le plus silencieux possible pour éviter d'attirer l'attention non seulement des zombies, mais aussi des meutes de chiens sauvages ou de toute autre personne encore présente dans les parages. Pour ce qui est de leur maison, j'irai directement jusqu'à la maison de leurs parents, je prendrai ce dont j'ai besoin et je rentrerai directement chez moi. Et s'ils voient quoi que ce soit d'effrayant, qu'ils fassent demi-tour et qu'ils déguerpissent avant de se faire défoncer par une horde de leurs anciens voisins. Ils ne s'attendent peut-être pas à avoir des problèmes, mais ce qu'ils vont découvrir est encore plus fou que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors qu'ils courent dans les rues désertes, les enfants trouvent une pizzeria abandonnée devant laquelle traînent des scooters de livraison. Il serait bien utile s'ils pouvaient trouver les clés. Alors Tammy dit à son frère d'attendre à l'extérieur pendant qu'elle va voir à l'intérieur. Dans le restaurant, la jeune fille est dégoûtée par l'odeur rance de la nourriture moisie et elle s'arrête net quand elle découvre un corps en décomposition sur le sol de la cuisine. Elle tend la main vers le corps et s'effraie quand des cafards sortent de la veste du cadavre. Mais elle récupère les clés et ils s'enfoncent à toute vitesse dans la ville. À présent, cette zone est une véritable ville fantôme et il n'y a plus un seul zombie ni aucun survivant à l'horizon. Tout ce qu'ils voient, ce sont des voitures abandonnées et les affaires des gens qui jonchent les routes, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin devant leur ancienne maison. Tammy saisit un double de la clé qui se trouve sous un des pavés et elle ouvre la porte. Au même moment, leur père retourne à l'appartement et se rend compte que les enfants ont déjà disparu. Dans la cuisine, la fille trouve une photo de leur mère accrochée au réfrigérateur et elle la donne à Andy avant de s'éloigner pour aller inspecter le reste de la maison. Au bout d'un moment, le gamin commence à se demander où elle est passée. Alors il monte vers les chambres à sa recherche. Mais c'est alors qu'il fait une découverte choquante. La chambre est remplie de boîtes alimentaires vides et il semble que quelqu'un ait vécu ici. À ce moment-là, il remarque que quelque chose bouge derrière le lit et une silhouette sort de l'ombre et se précipite vers lui depuis l'obscurité. Mais à sa grande surprise, il s'agit de leur mère Alice, qui apparemment est toujours en vie après tout ce qui s'est passé. Accablée, la femme refuse de le laisser partir, mais il parvient finalement à se dégager juste au moment où une équipe de soldats arrive à l'extérieur. Après avoir mis les enfants en sécurité, ils se dirigent vers l'intérieur pour aller chercher leur mère, et ils les ramènent tous les trois directement à la base. Après tant de mois passés à l'extérieur, une équipe de nettoyage doit désinfecter Alice vigoureusement avant de l'emmener à l'intérieur. Et il est évident qu'elle est encore complètement traumatisée par ce qui s'est passé à la ferme. Le Major Scarlett prélève un échantillon du sang de la femme, lui demandant comment elle a pu survivre si longtemps. Mais à présent, elle refuse de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Quand ils regardent son bras, ils peuvent voir une marque de morsure évidente à l'endroit où elle a été infectée. Mais tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut voir les enfants. Ok, je pense que nous savons tous où cela va nous mener. Ces idiots viennent d'amener la seule personne infectée vivante de tout le pays dans un camp fermé avec 15 000 civils non armés qui attendent d'être transformés en chair à pâté. Et il n'y a pas besoin d'être un génie militaire pour voir le problème ici. Alice est peut-être calme pour l'instant, mais si la rage l'emporte et qu'elle devient un vrai zombie sauvage, des dizaines, voire des centaines de zombies pourraient envahir les rues dans les 5 prochaines minutes. Et en quelques heures, le camp entier pourrait tomber. Tout ça à cause de l'effet domino d'une seule personne infectée à l'intérieur. Maintenant, puisque l'infection a presque déjà disparu, la solution la plus sûre aurait été de l'éliminer dès qu'ils l'ont trouvée. Mais en plus d'être inhumaine ou je ne sais quoi, cette approche aurait également gaspillé une ressource précieuse. Comme vous l'avez sans doute déjà compris, j'imagine. Ils sont sur le point d'apprendre qu'Alice possède une sorte d'immunité naturelle. Même si elle peut encore infecter d'autres personnes, le virus n'a pas pris le contrôle total de son corps. Alors nous devons en connaître la raison. Pour le savoir, il faut prélever des échantillons de son plasma sanguin et rechercher la présence d'anticorps spécifiques qui neutralisent le virus. Elle pourrait bien être la clé de la mise au point d'un vaccin, ou au moins d'un médicament qui aiderait d'autres personnes à résister à l'infection, empêchant ainsi la propagation d'autres foyers d'infection à l'avenir. Non seulement ça aiderait les gens à rester en bonne santé, mais ça pourrait même être utilisé comme arme biologique contre les personnes infectées, au cas où elles reviendraient. C'est exactement ce que Scarlett a en tête. Mais l'amener au laboratoire de la base était une énorme erreur. Au lieu de ça, j'aurais installé un laboratoire à l'extérieur du périmètre, où ils pourraient effectuer leurs tests sur elle en toute sécurité, sans craindre de provoquer accidentellement une autre épidémie ici dans le camp. Maintenant, cela dit, Alice est la seule personne immunisée qu'ils ont trouvée jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire qu'elle est la seule, point final.
Bien sûr, il y a ces enfants, qui pourraient également être immunisés grâce à une sorte de résistance génétique héréditaire. Mais réfléchissez à ceci. Le virus se propage par la moindre goutte de fluide corporel, et il ne faut que 10 secondes avant qu'il ne prenne complètement le dessus. À la ferme, Jacob a peut-être réussi à l'éviter quand la fille a vomi du sang. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas été exposé à une seule goutte de sang ou à de la salive pendant ce combat. Et puis, plusieurs minutes plus tard, on le voit bien vivant en train d'essayer de monter dans le bateau. Maintenant, ça n'a pas vraiment marché pour lui grâce à Dawn. Mais pour moi, c'est un signe qu'il y a peut-être d'autres personnes immunisées. Et qu'elles ne le savent tout simplement pas encore, voilà tout. Pour le savoir, il pourrait facilement tester tous les habitants du camp en prélevant un échantillon de sang et en l'exposant au virus dans un environnement contrôlé pour voir si leurs cellules résistent à l'infection. Et comme ça, ils sauront si d'autres personnes qu'Alice ont cette capacité. Quant à Dawn, il est soulagé d'apprendre que les enfants ont été retrouvés sains et saufs, mais il est à 2 doigts de faire une attaque quand il apprend que sa femme est elle aussi en vie. Il ne l'avait pas vu venir celle-là, et il va sans dire que les enfants sont très en colère. Mais il essaie de faire comme s'il n'avait jamais dit techniquement qu'elle était morte. Cette fois, il ne le croit pas si facilement, mais il fait de son mieux pour détourner l'attention, en essayant de les endormir genre « c'est une super nouvelle », même s'il sait qu'il est sur le point d'être démasqué. En examinant certains des échantillons, Scarlett confirme que la jeune femme est bel et bien infectée, ce qui veut dire qu'elle doit avoir une sorte d'immunité naturelle. Mais comme le virus est toujours vivant dans son sang, elle peut encore infecter toute personne qui entrerait en contact avec elle. Elle veut utiliser le sang de la femme pour mettre un vaccin au point, mais pour ses supérieurs, c'est un trop grand risque. Et il donne l'ordre de l'éliminer avant que le virus ne se propage encore une fois. Le seul problème, c'est qu'ils n'en auront jamais l'occasion. Paniqué, Dawn se faufile dans le labo sans se faire remarquer, espérant ainsi pouvoir arrêter sa femme avant qu'elle ne raconte aux enfants ce qui s'est réellement passé. Il tente immédiatement de s'excuser d'avoir utilisé sa femme comme bouclier de viande. Et Alice doit vraiment être du genre fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il semble qu'elle lui pardonne. Mais quand il se penche pour échanger un petit bisou baveux, cet enfoiré reçoit enfin la monnaie de sa pièce. Tout à coup, Dawn recule douloureusement et se plaque contre le mur, grognant et écumant à la bouche alors que le virus de la rage s'empare de son corps. Terrifiée, Alice ne peut rien faire tandis qu'il se transforme en zombie sous ses yeux, et il commence à la frapper à mort de la façon la plus violente qui soit, enfonçant ses dents dans sa gorge et lui arrachant un morceau du cou avant de lui enfoncer ses pouces dans les yeux. Et maintenant que Dawn est un zombie et qu'Alice est officiellement morte, ça nous fait 6 morts et il en reste 4. Il sort en courant dans le couloir, saute sur les gardes et commence à les abattre. Ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait. Et il disparaît dans l'ombre avant qu'ils ne puissent donner l'alerte. Un peu plus tard, après avoir découvert les corps, le commandant donne l'ordre de verrouiller tout le camp. Mais il est déjà trop tard. Ok, et voilà les amis. Oh waouh, ça a très vite tourné au vinaigre. D'habitude, il n'y a qu'une seule personne dans le groupe qui est la source de tous les problèmes. Mais cette fois, il semble que tout le monde ait joué un rôle dans ce désastre. Et maintenant, ils vont tous devoir en assumer les conséquences. Félicitations pour avoir transformé toute cette situation en véritable festival de l'horreur. Parce que vous, bande d'idiots, vous avez tous merdé. Commençons par vous deux, Tammy et Andy. Parce qu'honnêtement, vous êtes finalement ceux qui ont le moins à se reprocher. Mais vous ne pouvez pas nier que rien de tout ça ne serait arrivé si vous n'aviez pas quitté la zone de sécurité. L'armée avait mis de nombreuses règles en place précisément pour cette raison. Et en vous éclipsant dès le premier jour, vous n'avez pas seulement mis vos vies en danger, mais vous avez aussi mis en danger celle de tous les autres habitants du camp. Et, si je veux être tout à fait honnête, celle du monde entier aussi. Je comprends que vous ayez voulu récupérer une photo de votre mère, mais c'est pas une raison pour risquer votre vie. Maintenant, les enfants ont fait une erreur du cœur, dirons-nous. Mais pour ce qui est de toi, Scarlett, tu as tout simplement été stupide. Dès que ces gamins sont descendus de l'avion, tu as téléphoné au général pour lui dire que c'était encore trop dangereux. Et tu sais quoi ? Je suis d'accord. Alors dis-moi pour quelle raison tu as instantanément oublié toute notion de sûreté et tu as fait venir la dernière personne infectée du pays directement au cœur de la seule zone sûre qui existe. De toutes les personnes présentes ici, c'est toi qui es la mieux placée pour savoir à quel point une seule personne infectée peut être dangereuse. Je veux dire sérieusement, vous avez mis en place tout ce réseau défensif de tanks, d'hélicoptères et de mitrailleuses pour les empêcher d'entrer. Et puis toi, tu la laisses entrer ici, tout ça parce qu'elle n'était pas encore folle. C'est la connerie la plus débile que j'ai jamais entendue. Ou du moins, ça aurait dû être le cas. Mais Dawn vient de prouver qu'il est certainement le plus gros crétin de la planète. Tu sais que le virus se propage par la salive, n'est-ce pas? Alors comment croyais-tu que ça allait se passer? On dirait que ta chance a tourné. Bref, désolé pour vous tous, mais vous avez tous merdé.
À ce moment-là, les enfants remarquent que l'électricité commence à faiblir dans la zone de détention. Un soldat vient leur dire que tout est sous contrôle, mais dès qu'il sort dans le couloir, un autre garde zombifié arrive et l'attaque à son tour. Observant la scène à travers la vitre, ils sont terrifiés quand l'homme franchit à nouveau les portes et tente de pénétrer à l'intérieur de la pièce. Heureusement, Scarlett arrive et lui fait sauter la cervelle juste à temps. Le major leur prend rapidement la main et commence à les guider à travers les couloirs, essayant de les mettre en sécurité avant que les choses n'empirent. Quand ils sont arrêtés par les gardes, elle tente de les faire sortir du rang pour qu'ils ne soient pas emmenés dans une zone de confinement avec les autres. Mais Andy est accidentellement séparé des filles dans le chaos, et il est entraîné dans la zone de confinement par la foule en panique. Je veux dire que la bousculade l'entraîne jusqu'en bas d'un long escalier où les soldats les font entrer dans un parking, et dont ils ferment les portes de l'extérieur. Les gens se rendent compte qu'ils sont pris au piège dans le parking, et ils commencent immédiatement à paniquer et à essayer de sortir. Andy se ferait un passage à travers la foule, jusqu'à ce qu'il parvienne à atteindre une zone un peu plus tranquille. Quelques secondes plus tard, les militaires coupent l'électricité à l'exception des éclairages de secours, les laissant tous piégés dans l'obscurité la plus totale. Pendant ce temps, à la surface, Doyle assiste au déploiement des troupes depuis son toit, essayant de reprendre le contrôle de la situation avant que le virus ne se propage à d'autres personnes. Et quand Andy entend quelque chose secouer une des portes non gardées, il se rapproche et découvre avec horreur son père zombifié qui lui répond en grognant de l'autre côté de la vitre. La vue du garçon le met encore plus en rage, jusqu'à ce que tout à coup, ils réussissent à passer. Et c'est là que l'enfer se déchaîne. Complètement terrifié, Andy se précipite à nouveau dans la foule alors que son père se jette sur la première personne qu'il voit, la transformant immédiatement en un nouveau zombie. Avant même que qui que ce soit ne se rende compte de ce qui se passe, papa commence à défoncer tous ceux qui ont la malchance de se trouver sur son chemin. Et plus il attaque de gens, plus les gens se transforment en zombies assoiffés de sang. C'est un véritable massacre. Mais grâce à sa petite taille, Andy parvient à s'échapper dans une bouche d'aération sans être blessé. Pris au piège comme des rats, les adultes ne peuvent rien faire d'autre que de se battre violemment pour survivre. Et la foule devient tellement désespérée qu'elle parvient à défoncer les portes de la zone, permettant aux zombies de dépasser les gardes. À l'étage, le chaos se répand dans les rues et les soldats reçoivent l'ordre de tirer sur tous les infectés qu'ils voient. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tant les choses sont devenues dingues. Les tireurs d'élite font de leur mieux pour ne toucher que les zombies dans la foule, mais il est trop difficile pour eux de tirer avec précision. Comprenant qu'il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à cette situation, le commandement donne l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Horrifiée, Scarlett tente alors de prévenir les autres soldats de faire attention à Andy, mais personne ne prend en compte son intervention. Ayant entendu l'ordre de tirer sur toutes les cibles, Doyle repère le garçon dans son viseur, mais il refuse de tirer. Au lieu de ça, il le sauve au moment où un désinfecté s'apprête à bondir, et il regarde l'enfant s'enfuir dans un entrepôt voisin. Sur le toit opposé, il voit un de ses partenaires se faire attaquer, ce qui l'oblige à le tuer par compassion avant qu'il ne se transforme à son tour. Finalement, le chaos commence à se calmer, du moins pour le moment. Mais après tout ce qu'il vient de voir, Doyle décide d'abandonner son poste et de venir en aide aux survivants par tous les moyens à sa disposition. Ok, ces gens ont de la chance d'être en vie, mais ils ne sont pas encore en sécurité. La bonne nouvelle, c'est qu'Andy est sur le point de retrouver les autres, et qu'ils vont faire équipe avec le sergent Doyle ici présent pour les aider. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. À présent, ce n'est plus seulement des zombies qu'ils vont devoir s'inquiéter, mais aussi des militaires. Et comme ils contrôlent tous les transports sur et hors de l'île, il n'y a pratiquement nulle part où aller. Ce qui veut dire qu'ils devront utiliser le moindre petit avantage qu'ils ont afin de pouvoir survivre. Avec le sergent Doyle aux commandes, ils auront au moins un chef efficace avec une vision claire de ce qu'il faut faire. Son fusil leur permettra de se défendre contre les zombies et les autres soldats, et ils pourront utiliser sa radio pour suivre les mouvements des troupes et repérer les menaces potentielles. Quant à Scarlett, elle apportera ses connaissances médicales au groupe, ce qui est évidemment essentiel dans tout scénario de survie. Donc, tant que les enfants resteront près de ces deux-là, tout devrait bien se passer. Doyle ne sait pas exactement où il veut les emmener, mais d'après tout ce que nous savons sur les zombies jusqu'à présent, j'ai au moins une idée qui pourrait bien fonctionner. Lorsqu'ils étaient à la ferme, nous avons vu que les infectés représentaient toujours une menace dans les eaux peu profondes, mais qu'ils n'étaient plus assez coordonnés pour pouvoir nager dès qu'elles devenaient plus profondes. Leur camp se trouve sur la péninsule appelée l'île aux chiens, le long de la Tamise. De là, il semble que le chemin le plus rapide vers la côte soit de se diriger directement vers l'est. Au lieu de traverser toute la ville, je resterai le long du fleuve, parce qu'ils pourront toujours sauter dedans et s'en servir comme moyen de protection s'ils sont attaqués par l'un ou l'autre des camps. En chemin, ils devraient surveiller s'il n'y aurait pas un bateau abandonné dans le coin. Et ensuite, ils n'auront plus qu'à naviguer vers le continent européen en attendant que tout ça se termine. Dans l'entrepôt, un des adultes commence à barricader les portes en prévision de la prochaine attaque.
Andy fait le tour de l'entrepôt et remarque qu'il est rempli de survivants qui se cachent. Et c'est alors qu'il aperçoit Scarlett et sa sœur à l'abri derrière des caisses. Les enfants courent l'un vers l'autre et se serrent dans les bras, reconnaissant de se savoir encore en vie. Mais Tammy a le cœur brisé d'apprendre que leur père est devenu un des zombies. À l'extérieur, ils peuvent encore entendre les soldats ouvrir le feu sur tout ce qui est en mouvement. Et il semble qu'ils aient encore un long chemin à parcourir avant d'être hors de danger. Certains d'entre eux commencent à se demander ce qu'ils devraient faire ensuite. Mais juste à ce moment-là, ils entendent une voix mystérieuse venant du fond de la pièce. Quand la personne sort de l'ombre, ils se rendent compte qu'il s'agit du sergent Doyle, mais il leur promet qu'il n'est pas là pour leur faire du mal. Au lieu de ça, il les avertit qu'ils vont tous mourir s'ils attendent le lever du jour, et il leur conseille de le suivre s'ils veulent rester en vie. Sous la conduite de Doyle, tout le monde suit en file indienne et se faufile par la rue arrière. À ce moment-là, son ami Flynn, le pilote d'hélicoptère, l'appelle sur une fréquence protégée. Et il a de mauvaises nouvelles à lui annoncer. L'armée vient de décider de bombarder le camp. Il ne leur reste plus que 5 minutes avant qu'ils ne soient tous brûlés vifs. Avant de quitter la zone, ils planifient de se retrouver dans un parc voisin s'ils survivent. Mais il faudra pour ça qu'ils y arrivent en un seul morceau. Tout d'abord, le groupe se précipite au coin d'une rue et ils commencent à courir vers le parc. Mais tout à coup, un sniper commence à leur tirer dessus depuis un toit, tuant 2 d'entre eux presque instantanément. Scarlett prend une balle dans la jambe pendant qu'ils cherchent à se mettre à l'abri, mais ils atteignent ensuite une ruelle où il les tient en joue. Doyle sort un petit miroir et essaie de l'utiliser pour bien voir le gars, mais ce dernier le dégomme rapidement de sa main. D'après ses ratés, Doyle comprend que le type est en train de paniquer et qu'il ne vise plus avec précision, ce qui lui donne une idée risquée. Se tournant vers le seul autre homme du groupe, il lui dit qu'il va devoir courir vers une porte de l'autre côté de la rue, se servant de lui comme appât pour que Doyle puisse abattre le tireur d'élite. Terrifié, l'homme hésite au début, mais pendant qu'il est distrait, Andy décide de le faire lui-même, et il se précipite dans la rue pour attirer les tirs du sniper. Heureusement, le garçon parvient à esquiver tous les tirs, et Doyle abat le sniper d'un coup parfait, ce qui leur permet de continuer à avancer. Pendant une seconde, il croit apercevoir son père qui les observe de loin, mais celui-ci disparaît rapidement lorsque les autres viennent le chercher. Les survivants se précipitent sur une clôture au moment où une escadrille d'avions de chasse les survole. Ils parviennent finalement à franchir les barbelés et se précipitent vers le parc. Ils se mettent à l'abri dans un tunnel sous le fleuve, juste au moment où les militaires lancent les bombes incendiaires, brûlant tous ceux qui étaient encore dans les rues au cours d'une effroyable explosion de flammes. Au centre de commandement, tout le monde devient silencieux en pensant à ce qu'ils viennent de faire. Mais quand le général regarde les caméras, il s'aperçoit que la base est toujours envahie d'infectés. Il semblerait que leur plan n'ait pas fonctionné. Et maintenant, les hordes de zombies se répandent rapidement dans d'autres parties de la ville. Ok, il s'en est fallu de peu. Comme si les zombies et les tireurs d'élite ne suffisaient pas, ils auraient tous les 5 été littéralement cuits à point s'ils avaient été surpris dans la rue. Les militaires n'ont peut-être pas réussi à arrêter tous les zombies, mais quand on prend tous les éléments en considération, ils sont maintenant en bien meilleure position qu'il y a quelques heures. Tout d'abord, ils ont enfin pu se réfugier à l'extérieur du camp. Ces zones sont exemptes de zombies depuis près d'1 an maintenant, et les soldats n'y chercheront pas non plus de personnes en bonne santé normalement. Ça signifie que presque toutes les menaces sont littéralement derrière eux, et qu'ils devraient s'en sortir s'ils continuent d'avancer. Maintenant, cela étant dit, il faudra quand même être prudent, parce qu'il ne reste plus qu'un seul bouclier de viande, et en plus, il n'est pas très bon. La bonne nouvelle, c'est que Doyle a réussi à contacter son ami dans l'hélicoptère, et qu'ils ont maintenant un point de rencontre d'où il pourra les faire sortir de la ville. Il a indiqué qu'il les rejoindrait à Regent Park, qui se trouve à environ 11 km à pied de l'endroit où il se trouve actuellement. Même si l'endroit est à peu près sûr, ça reste une longue distance à parcourir pendant une apocalypse zombie, surtout en plein cœur d'une des plus grandes villes du monde. C'est pourquoi nous allons reprendre un ancien plan et simplement l'orienter dans une direction différente. Leur chemin les conduit principalement le long de la Tamise, jusqu'à ce qu'ils reviennent près de King's College. Si c'était moi, je resterais le long du fleuve en permanence, et je m'en servirais comme protection en cas d'apparition de zombies ou de soldats. Tant qu'ils restent discrets, ils devraient être en sécurité, mais ils risquent d'avoir encore quelques surprises avant la fin de cet épisode. Doyle et le groupe de survivants traversent donc la ville péniblement, errant dans les rues désertes jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin au parc. Au même moment, les infectés s'engouffrent par centaines dans les tunnels du métro où ils peuvent se mettre à l'abri des soldats pendant la journée. Le soleil se lève tout juste lorsqu'ils attendent l'hélicoptère près d'un manège abandonné, et les 2 enfants sont bouleversés par la disparition officielle de leurs 2 parents. Scarlett parle à Doyle et lui explique que la mère des enfants était immunisée, ce qui veut dire qu'il y a une chance qu'il le soit aussi, et c'est pourquoi il est si important qu'ils survivent tous les 2.
À ce moment-là, il reçoit un appel l'informant que l'hélicoptère est en route. Mais il y a un problème. Il a repéré une horde d'infectés qui se dirige également vers eux et qui sera là dans moins d'une minute. Alertant les autres, il tente de se mettre à l'abri avant que la nuée d'infectés n'arrive. Mais il est déjà trop tard. Et leur seul choix est de se cacher dans les herbes hautes. Flynn arrive sur place pour faire atterrir l'hélicoptère. Mais pendant qu'il débat avec Doyle sur la nécessité d'emmener les autres, cet abruti se précipite et commence à essayer de monter à bord. Paniqué, Flynn commence à faire pivoter l'hélicoptère pour essayer de s'en débarrasser. Mais en plus maintenant, toute cette agitation attire les zombies directement vers eux. Réfléchissant rapidement, il penche les pales vers l'avant jusqu'à ce qu'elles touchent presque le sol, traversant la foule et éliminant tous les zombies comme une tondeuse à gazon géante. Doyle et les autres en profitent pour s'enfuir, tandis que cet imbécile tombe de l'hélicoptère et se fait dévorer vivant par la horde. Avec la foule de zombies toujours à leur trousse, ils n'ont d'autre choix que de se retrouver ailleurs, et ils conviennent de se rejoindre au stade de Wembley si tant est qu'ils y arrivent vivants. Ils ont un petit moment pour souffler. Alors Doyle s'occupe des enfants. Mais en quelques secondes, une autre horde de zombies les rejoint déjà. Ils se lèvent et sont obligés de continuer à courir, alors que Doyle fait une halte à chaque coin de rue pour en abattre quelques-uns. Mais il n'aura plus de munitions bien avant de pouvoir les éliminer tous. Et maintenant, quelque chose d'encore plus grave est en préparation. Étant donné que les bombes incendiaires en ville ont échoué, les militaires ont décidé d'inonder les rues d'un nuage de gaz toxique, dans l'espoir d'éliminer le virus une bonne fois pour toutes. Pour Doyle et les autres, ça les oblige à faire demi-tour à chaque virage, et ils sont contraints de se réfugier dans une voiture abandonnée. Une fois à l'intérieur, ils s'empressent de verrouiller les portes et de fermer les bouches d'aération, alors qu'une foule d'infectés les encercle rapidement, frappant sur les vitres et essayant d'entrer à l'intérieur. Effrayés, les autres ne peuvent que rester assis, espérant que les vitres ne se briseront pas. Mais au moment où ils ont l'impression d'être complètement foutus, le nuage toxique recouvre finalement la zone, tuant les zombies juste à temps. Ils ne peuvent cependant pas rester longtemps ici. Et un autre problème se pose à présent, parce que leur voiture ne démarre pas. Scarlett continue d'essayer, mais quand il regarde dans le rétroviseur, il repère alors une équipe de soldats armés de lance-flammes qui se dirige droit vers eux. Réalisant qu'ils n'ont plus le temps, Doyle décide que leur seul choix est d'essayer un démarrage par poussée. Il saute de la voiture, court à l'arrière et commence à pousser la voiture aussi fort qu'il le peut, jusqu'à ce que Scarlett réussisse à faire tourner le moteur. Et les enfants ne peuvent que regarder leur ami Doyle être brûlé vif dans une gerbe de flammes. Ils ont réussi à avoir la vie sauve pour l'instant. Mais ça fait 7 morts et il n'en reste plus que 3. Ok, je suis désolée, mais c'était quoi ça ? Ce type était un véritable génie tactique il y a encore quelques secondes. Et là, tout son plan consistait à se faire griller comme un marshmallow en espérant que pousser la voiture fonctionnerait ? Au cas où il ne l'aurait pas réalisé, il était à peu près la seule chose qui maintenait ces trois-là en vie. Sans lui, ils sont pour ainsi dire déjà morts. Alors, au lieu de sauter immédiatement sur l'occasion de faire un sacrifice héroïque sans aucune raison, prenons une minute pour réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cette escouade de soldats faisait partie d'une équipe de spécialistes du lance-flammes qui se déplaçait pour achever les zombies qui avaient survécu au gaz. Les lance-flammes ont connu leur plus grande utilisation dans la région du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils ont été utilisés pour dégager de puissantes positions fortifiées. Mais croyez-moi, aussi dément que puissent être ces machines, le métier de soldat lance-flammes n'est pas celui que vous auriez voulu exercer. En moyenne, ces hommes ne tenaient que quelques minutes lorsqu'ils étaient directement engagés face à l'ennemi. La raison en était que leur équipement encombrant faisait d'eux des cibles faciles, et que les réservoirs de combustible qu'ils devaient porter sur le dos étaient hautement inflammables. Je veux dire qu'il suffisait d'une balle perdue pour que le sac à dos fasse boum, et l'explosion pouvait être suffisamment puissante pour éliminer plusieurs personnes autour de vous. Je pense que vous voyez déjà où je voulais en venir. Doyle avait son fusil, et il avait déjà fait la démonstration qu'il était un sacré tireur. Avec le nuage de fumée qui recouvrait la zone, le chaos général de l'environnement, et le fait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des personnes encore vivantes, lui conférant l'élément de surprise, Doyle aurait facilement pu prendre le dessus sur ses gars et éliminer toute l'escouade avec un seul tir bien placé sur le réservoir du lance-flamme. Non mais franchement, c'est œil de faucon! Il n'y avait aucune raison de se sacrifier ici alors qu'il avait une opportunité aussi évidente. Scarlett traverse la ville en essayant d'échapper au gaz, mais il ne parcourt pas beaucoup de chemin avant qu'un hélicoptère militaire n'apparaisse et ne commence à ouvrir le feu. Esquivant les tirs, elle est obligée de quitter la route et de se diriger vers le métro, lançant la voiture dans les tunnels où ils peuvent enfin se mettre à l'abri. Après avoir progressé aussi loin que possible, ils sont contraints d'abandonner leur véhicule et de continuer à pied. Mais ces tunnels pourraient être encore plus dangereux que les rues. L'endroit est rempli d'objets abandonnés par les gens, et plus ils s'enfoncent, plus il devient impossible de voir sans leurs lunettes de vision nocturne.
Agrippés au mur, Scarlett les guide dans l'obscurité, enjambant des piles de corps en décomposition jusqu'à ce que Tammy glisse et dévale l'escalator jusque dans l'abîme. Elle les appelle et Scarlett tente désespérément de retrouver les deux enfants. Mais elle ne remarque pas la silhouette mystérieuse qui les suit dans l'ombre. Elle finit par retrouver Tammy qui se cache dans un des couloirs. Mais tout à coup, le zombie Dawn arrive en trombe et commence à la battre à mort avec son propre fusil. La jeune femme ne peut rien faire alors qu'il lui enfonce brutalement le crâne. Ce qui fait 8 morts et il n'en reste plus que 2. Une fois qu'il est parti, Tammy ramasse le fusil et part à la recherche de son frère. De son côté, Andy est perdu quelque part dans les tunnels. Mais avant que sa sœur ne puisse le retrouver, c'est son père qu'il retrouve en premier. Visiblement terrifié, le gamin reste là paralysé par la peur, tandis que son père se précipite sur lui et le plaque au sol, lui arrachant instantanément une bouchée de peau. À ce moment-là, Tammy arrive avec le fusil et l'allume, tuant ce connard une bonne fois pour toutes. Mais pour son frère, il semble qu'il soit déjà trop tard. Le garçon se lève et s'enfonce seul dans les tunnels, pensant qu'il est sur le point de se transformer. Mais à leur grande surprise, le virus ne parvient pas à prendre le dessus. Plongeant son regard dans le sien, Tammy comprend qu'il doit avoir la même immunité que leur mère, exactement comme Scarlett l'espérait depuis le début. Se dirigeant vers la lumière au bout du tunnel, ils émergent enfin dans le stade abandonné où les attend Flynn. Il est inquiet quand il voit que Doyle n'a pas survécu, mais il sait que sauver ses enfants est la meilleure chose à faire, et il monte à bord de l'appareil qui les emmène vers un endroit plus sûr. Du moins, c'est ce qu'il pense. Grâce au sang spécial d'Andy, l'humanité semble avoir une chance de vaincre la maladie. Mais moins d'un mois plus tard, une nouvelle horde de zombies sort du métro situé près de la Tour Eiffel. Et il semblerait que l'infection se soit étendue à l'ensemble de la planète. 28 semaines plus tard. Allez! Purée, je me souviens encore quand le premier est sorti, 28 jours plus tard. Ouah, c'était le film le plus hard que j'ai jamais vu. Des zombies rapides, du gore en folie. J'avais adoré l'histoire, la vision sombre de tout ce qui se passait. Je veux dire que ce film, c'était de la balle. En plus, ils avaient filmé avec des caméras basse résolution pour que ça ait l'air ultra réaliste. Je sais pas, mais ce film, c'était de la folie. Et 28 semaines plus tard, je veux dire, encore plus de la même chose, mais toujours aussi impressionnant. Et vous savez quoi? La suite arrive bientôt, alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont inventer pour la 3e partie. Du coup, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et si vous auriez fait quelque chose de différent, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé, je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!